Mon fils m'a posé un ultimatum, ou tu sers ma femme et mes enfants, ou tu te trouves un autre endroit où vivre. J'ai souri. J'ai pris ma valise et je suis partie en silence. Une semaine plus tard, à minuit, sa femme s'est présentée à la porte de mon studio au 4e étage, frappant et criant sans arrêt. « Je suis si heureuse que vous soyez là. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire et laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous la regardez. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où mon histoire s'a voyagé. » J'avais marché près d'1 heure depuis le marché, le dos trempé de sueur, espérant que ce soir, nous pourrions tous bien manger. La petite maison que mon défunt mari, Rémi, et moi avions mis une demi-vie à payer est apparue au bout de la pente. Mais en arrivant au portail, j'ai vu le SUV de Mathieu, mon fils, bloquant l'entrée, les pneus sur les marches. J'ai dû me contorsionner, me faufiler dans un petit espace en portant les sacs lourds, tout en luttant pour ouvrir le portail rouillé qui grinçait à chaque mouvement. L'odeur de l'huile de friture flottait encore dans l'air de la cuisine. J'ai posé les sacs par terre. J'ai soupiré. Mais avant même de pouvoir m'asseoir, j'ai vu Lucie avachie dans le vieux fauteuil de Rémi. Il avait acheté ce fauteuil quand j'ai pris ma retraite, en disant « Espérance, j'ai besoin d'un coin pour me reposer. » Maintenant, Lucie l'avait réquisitionné, les pieds sur la coudoir, les yeux rivés sur son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé, agitant simplement la main comme pour donner un ordre. « Maman, apporte-moi une bière du frigo. Vite, j'ai le pied qui a gonflé. » Je suis restée là, la main encore endolorie par les anses des sacs. J'ai regardé les provisions qui n'étaient pas rangées et j'ai répondu doucement. « D'abord, je dois ranger les aliments frais, Lucie. Si je laisse le poisson dehors, il va s'abîmer. » Ma voix était calme, mais à l'intérieur, je commençais à bouillir. Je ne suis pas du genre à faire des scènes, mais son ton m'a fait sentir comme une employée dans ma propre maison. Lucie a fait une grimace agacée et a lâché. « Oh, maman, tu es à la retraite maintenant. Qu'est-ce que tu as de si important à faire ? Ce n'est pas si compliqué. » Je n'ai pas eu le temps de répondre que Mathieu est sorti de la chambre, les cheveux en désordre, et portant le vieux t-shirt que je lui avais acheté quand je travaillais encore à l'usine. « Maman, Lucie est enceinte. Ne sois pas comme ça, » a-t-il dit d'un ton de reproche et de lassitude. Je l'ai regardé droit dans les yeux, en me retenant. « Elle n'a que quelques jours de retard, mon fils. Rien n'est encore sûr. » Je ne voulais pas me disputer, juste clarifier les choses. Mais Lucie a posé les mains sur son ventre, en gémissant doucement, comme si j'avais dit quelque chose d'horrible. Mathieu s'est précipité pour l'aider, les yeux fixés sur moi, plus dur que jamais. « Ou tu sers ma femme et mes enfants, ou tu te trouves un autre endroit où vivre. Nous avons besoin de tranquillité. Pas que tu fasses un drame pour un rien. » Ces montées ont été comme un couteau dans le cœur. Je suis restée figée, essayant de trouver dans son regard une trace de l'enfant qui pleurait en s'accrochant à ma jambe quand il tombait de vélo. Ou du jeune homme qui m'avait remercié du fond du cœur quand j'avais vendu mon alliance pour payer ses études. Mais dans son regard, il n'y avait que de l'agacement et de la distance. Lucie a ajouté d'une voix tranchante. « Si tu ne peux pas gérer ça, tu ferais mieux de partir maintenant. On ne va pas continuer à supporter tes caprices. » J'ai regardé Mathieu, attendant une explication, un geste pour me défendre. Mais il est resté silencieux. Il a baissé la tête et a évité mon regard pour la première fois de ma vie. J'ai senti que mon fils n'était plus ce petit garçon que je berçais la nuit. Mon âme me faisait mal. Non pas de colère, mais parce que j'avais compris que pour lui, j'étais devenue un fardeau. J'ai hoché la tête, la voix basse. « Alors je m'en vais. » Personne n'a rien dit de plus. J'ai tourné les talons et je suis entrée dans mon ancienne chambre. Depuis le salon, j'entendais Lucie murmurer « Encore ces drames ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement descendu la vieille valise de l'étagère. Elle était couverte de poussière. Je l'ai essuyée superficiellement et j'ai commencé à y mettre quelques vêtements, mes chaussures du marché, ma boîte de pilules pour la tension et le cadre photo de mon mariage avec Rémi. Je suis restée à regarder la photo. Il souriait toujours avec douceur, comme pour me dire que tout irait bien.
En sortant de la chambre, traînant la valise avec mon petit sac à main en bandoulière, Mathieu se tenait à la porte du salon, fronçant les sourcils. « Tu pars vraiment, maman ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Écoutez, n'est-ce pas toi qui m'as dit que si je ne servais pas ta femme, je ferais mieux de partir ? Eh bien, me voilà, en train de faire ce que tu m'as demandé. » Ma voix était sereine, mais chaque mot était comme du sel sur une plaie. Lucie, assise dans le fauteuil, sans quitter son téléphone des yeux, a ajouté « Maman, n'exagère pas. On voulait juste que tu comprennes ta place. » Cette phrase m'a glacé une seconde. Comprendre ma place ? Dans la maison même que Rémi et moi avions payée avec notre sueur pendant 25 ans, où j'ai raccommodé les vêtements de Mathieu, où j'ai passé des nuits entières à le veiller quand il avait de la fièvre. Ma place était d'être la servante de ma belle-fille. Je n'ai pas répondu. J'ai traversé le salon avec ma valise, laissant les 2 sacs de courses non rangés. La dorade commençait à sentir, mais ça ne m'importait plus. En arrivant au portail, je me suis retournée pour regarder la maison une dernière fois. La grille en fer grinçait toujours. L'olivier dans le jardin était toujours aussi vert, mais tout me semblait étranger, comme si c'était la maison de quelqu'un d'autre. J'ai descendu la pente en direction du village, traînant ma valise. Les roues claquaient contre les pavés au rythme lourd de mon cœur. Personne ne m'a appelé. Personne n'est sorti pour me retenir. Seul le soleil ardent de Provence m'accompagnait, avec la douleur d'une mère que son propre fils avait chassée de chez elle. Je suis montée dans le dernier autocar de la journée, serrant ma valise, comme si c'était la seule chose qu'il me restait dans la vie. L'odeur de plastique brûlé de la vieille climatisation, mélangée à la sueur des travailleurs qui rentraient tard, me donnait un peu la nausée. J'ai choisi un siège près de la fenêtre. J'ai mis la valise à mes pieds et je l'ai tenue fermement, comme si quelqu'un pouvait me l'arracher. Dehors, le coucher de soleil rouge commençait à s'éteindre, laissant de faibles rayons de lumière sur la route de retour au village. J'ai regardé dehors, mais je n'ai vu que mon propre reflet flou sur la vitre. Une femme de 65 ans aux cheveux grisonnants, s'éloignant de la maison qu'elle avait elle-même construite. Une dame assise à côté de moi, le visage couvert de rides, m'a regardé avec des yeux familiers. Je l'avais déjà vue à l'église de Saint-Michel, où j'allais parfois à la messe avec Lucie. « Espérance, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu prier avec votre belle-fille » a-t-elle demandé d'un ton doux mais curieux. Je lui ai à peine souri et j'ai répondu « J'ai été occupée avec certaines choses. Ce n'était pas par honte que je ne voulais pas raconter, mais parce que je ne pouvais pas encore dire à voix haute que mon propre fils m'avait mise à la porte. » Les mots restaient coincés dans ma gorge comme une pierre. L'autocar s'est arrêté près du cimetière, où les pierres tombales reposaient sous la lumière jaunâtre des lampadaires. Je suis descendue avec ma valise, les roues heurtant le chemin de terre. À quelques minutes à pied se trouvait la maison Sainte-Marie, une vieille pension de famille cachée sous un bougainvillier violet. Hermine, la propriétaire, qui avait travaillé avec moi à la comptabilité de la mairie il y a 20 ans, est sortie dès qu'elle m'a vue. « Mon Dieu ! Espérance, pourquoi as-tu une valise ?» s'est-elle exclamée, les yeux grands ouverts. Je lui ai juste dit « J'ai besoin de rester un moment ». Hermine m'a regardée avec une pointe de doute dans les yeux, mais n'a pas posé plus de questions. Elle m'a donné les clés d'une chambre au fond du rez-de-chaussée et m'a dit d'une voix douce « Celle-ci est bien aérée et près du puits. Si tu restes plusieurs jours, je te ferai un prix. » La chambre était minuscule, à peine assez grande pour un lit simple, une table en bois aux coins usés, une plaque de cuisson à gaz portable et une fenêtre donnant sur un parterre de cactus épineux. J'ai posé ma valise par terre, je me suis rincé le visage à l'eau glacée du robinet et je me suis assise sur le lit pour consulter mon compte bancaire sur mon ordinateur portable. Sur l'écran sont apparus les chiffres habituels, mais maintenant, il me semblait être des couteaux s'enfonçant dans ma poitrine. 360 € envoyés mensuellement à la banque postale. L'hypothèque de la maison que Rémi et moi avions payée avec tant d'efforts. 45 € pour l'assurance de la voiture de Lucie,
celle qu'elle utilise pour donner des cours à mi-temps. 83 € pour une application de supermarché en ligne à mon nom, où Lucie commande de tout, du gel douche aux apéritifs. Mais un virement m'a fait tiquer. 200 € par mois envoyés à un compte sous le nom de LC Chevalier. Je m'en suis souvenu instantanément. C'était le nom de jeune fille de Lucie. Mon cœur battait la chamade, non pas de rage, mais de trahison. Depuis combien de temps est-ce que je payais quelque chose sans le savoir ? J'ai appelé le service client de la banque, la voix tremblante, mais essayant de rester calme. Je veux annuler ce virement immédiatement. La personne à l'autre bout du fil a confirmé le compte bénéficiaire. Il a été ouvert l'année dernière, madame. L'année dernière. J'ai essayé de me souvenir, mais rien ne me revenait. Lucie ne m'avait jamais mentionné un tel compte. Et Mathieu non plus. J'ai écrit à monsieur Valentin, le meilleur ami de Rémi, qui travaille maintenant à la banque du village. Demain, j'ai besoin de ton aide pour des questions de compte et des papiers de la maison. Rendez-vous au café d'Irma à 10h. Il a répondu immédiatement. Bien sûr, Espérance. À demain. J'ai rangé mon téléphone et la fatigue m'est tombée dessus comme une couverture lourde. J'ai étendu le drap sur le lit simple. L'odeur de tissu ancien m'a rappelé le temps où je vivais encore à la maison, lavant le linge de toute la famille de mes propres mains. J'ai sorti de ma valise le cadre photo de mon mariage avec Rémi et je l'ai placé sur la table, à côté de ma boîte de pilules, pour la tension et de mon petit carnet de dépenses. La photo était délavée, mais le sourire de Rémi restait chaleureux, comme pour me dire qu'il était toujours avec moi, ne serait-ce que dans mes souvenirs. La nuit tombée, le vent passait à travers les bougainvilliers de la fenêtre, apportant le chant lointain des grillons. Je me suis allongée sur le lit, les yeux grands ouverts, écoutant chaque petit bruit. De la chambre voisine, on entendait le journal du soir, celui que je regardais avec Rémi chaque nuit. Je me souviens encore quand il me prenait la main et disait en riant « Un jour, on regardera ça avec nos petits-enfants, n'est-ce pas ?» Je rêvais de ce moment, d'une maison remplie de rires d'enfants, d'un petit enfant dans mes bras. Mais ce rêve s'était évanoui et maintenant, il ne restait que moi, seule dans cette chambre froide et louée. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, avant que la lumière de l'aube ne perce à travers la fente de la fenêtre. La chambre était toujours aussi froide, mais j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si, peu à peu, je me débarrassais d'un poids invisible. J'ai préparé une tasse de café noir. Cette amertume familière m'a éclairci les idées. J'ai mis une vieille chemise, j'ai analysé ses plis, et je suis sortie en direction du café d'Irma, où j'avais rendez-vous avec monsieur Valentin. La boulangerie se cachait à l'ombre d'un vieux platane. Les feuilles murmuraient avec le vent du matin, et l'air sentait la pâte cuite. J'ai choisi une table dans un coin, d'où je pouvais clairement entendre le vent et observer la petite rue commencer à se remplir de monde. Monsieur Valentin est arrivé à l'heure, un mince dossier à la main. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes sur son nez, et m'a tendu une liasse de feuilles imprimées. Voici la liste détaillée des virements depuis ton compte, a-t-il dit d'une voix grave. J'ai lu ligne par ligne. 360 € par mois pour l'hypothèque de Mathieu, 45 € pour l'assurance de la voiture de Lucie, 83 € pour une application de supermarché à mon nom, et environ 211 € transférés périodiquement au compte LC Chevalier. Je me suis arrêtée sur ce dernier chiffre, sentant un frisson. C'était le nom de jeune fille et de Lucie, et cet argent partait en silence depuis plus d'1 an sans que je le sache. Valentin a secoué la tête, avec un regard plein de regrets. Mon frère vit en Bretagne, il entretient 2 enfants et ne dépense même pas la moitié de ça par mois. Espérance qu'il se serve de toi. Ces mots ont été comme une douce gifle. Ça ne faisait pas mal, mais ça m'a réveillée. J'ai souri tristement, non pas de joie, mais parce que tout était devenu clair, comme de l'eau de roche. « Merci, Valentin », lui ai-je dit en pliant les papiers et en les rangeant dans mon sac. À partir de maintenant, c'est moi qui m'en occupe. De retour à la pension, j'ai ouvert mon ordinateur portable, les mains tremblantes un peu en tapant. J'ai d'abord appelé la banque postale pour annuler le paiement de l'hypothèque. L'employé a demandé « Vous êtes sûr ?»
Ce paiement est automatique depuis plus de 3 ans. J'ai répondu fermement. Sûr. Je n'ai plus aucune responsabilité à ce sujet. Ensuite, j'ai contacté la compagnie d'assurance et j'ai annulé l'assurance de la voiture de Lucie, ainsi que l'assurance habitation qui était à mon nom. Puis j'ai appelé la société de cartes de crédit pour retirer le nom de Lucie de 3 comptes liés. Enfin, j'ai changé mes mots de passe bancaires et de messagerie électronique et j'ai bloqué tous les accès aux comptes partagés que Mathieu avait l'habitude de gérer. Chaque étape était comme récupérer une partie de moi-même, comme si je relâchais des liens invisibles qui m'avaient tenue prisonnière pendant si longtemps. À partir de l'après-midi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'abord Mathieu, un appel qui a duré à peine 1 minute avant de couper, comme s'il ne savait pas quoi dire. Ensuite, Lucie. 3 appels d'affilée. Chaque sonnerie me serrait la poitrine. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais entendre ni excuses, ni reproches. J'ai rangé le téléphone dans le tiroir, je l'ai fermé à clé, et je me suis assise devant la table, regardant le parterre de cactus par la fenêtre. Leurs épines acérées me rappelaient que parfois, pour se protéger, il faut s'endurcir. Le soir, j'ai vérifié mon téléphone pour voir s'il y avait des messages. Pas d'excuses ni d'explications. Seulement des phrases froides de Lucie. Qu'est-ce que tu as fait avec le compte en banque ? La banque a déjà prévenu qu'il manque l'argent de l'hypothèque, maman. Puis un autre message. Ma voiture n'a plus d'assurance. Tu le savais ? Et enfin, sur un ton autoritaire. Je sais que tu es en colère, mais n'abuse pas. J'ai lu chaque message sans que ma main ne tremble. Sans tristesse. Je les ai effacés un par un, comme on efface des blessures qu'on ne veut plus garder. J'ai ouvert mon petit carnet et j'ai tout noté en détail. Nom du destinataire, numéro de confirmation, date d'annulation. Chaque ligne était un pas de plus loin d'un passé où j'avais trop vu. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste le nécessaire pour me rappeler que désormais, je ne permettrai à personne de profiter de ma bonté. En fermant le carnet, j'ai regardé le cadre photo de Rémi sur le bureau. Son sourire restait serein, mais je savais que s'il était encore là, il me dirait que j'avais fait ce qu'il fallait. Le lendemain matin, je suis allée à pied au marché, où les cris des marchands et l'odeur de poissons frais se mêlaient à l'air de l'aube. Je me suis arrêtée au stand de Madame Rose, qui me vend de la dorade depuis plus de 10 ans. Elle a emballé le poisson pour moi et a dit à voix basse, avec une pointe d'hésitation. « Lucie raconte que tu as quitté la maison parce que tu ne voulais pas aider avec la grossesse. » « C'est vrai ça, Espérance ?» Elle a regardé Gérard droit dans les yeux. La voix sereine, mais ferme. Je suis partie parce que j'ai commencé à penser à moi, Rose. Elle a hoché la tête sans poser d'autres questions, mais son regard m'a fait comprendre qu'elle comprenait. Sur le chemin du retour à la pension, je suis passée par la petite épicerie pour acheter du riz et des lentilles. La jeune employée, Olivia, qui avait été mon élève en cours de comptabilité quand je donnais des cours au village, m'a souri. « Comment allez-vous, Madame Espérance ? J'ai entendu dire que vous aviez déménagé dans une pension. » « C'est vrai ?» J'ai hoché la tête sans donner de détails, mais Olivia a continué. « Lucie dit que vous êtes très stricte, mais moi, je vous ai toujours trouvée très patiente. » J'ai juste souri, j'ai payé et j'ai continué mon chemin. Ces mots m'ont soulagée, comme s'il y avait encore quelqu'un qui me comprenait, ne serait-ce qu'un peu. En arrivant dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer la lumière du soleil. J'ai pris un chiffon et j'ai nettoyé le cadre photo de Rémi, puis je l'ai placé avec soin sur la table. Je ne sentais plus le poids d'hier. Chaque pas que je faisais, de l'annulation des paiements au blocage des comptes, en passant par mon honnêteté avec Madame Rose, était comme une brique de plus dans la reconstruction de ma dignité. Cet après-midi-là, une fine bruine couvrait le chemin vers l'église de Saint-Michel. J'ai marché sous un vieux parapluie, les chaussures légèrement boueuses, mais le cœur plus ferme que jamais. Je suis allée voir le père Alexandre, celui-là même qui avait célébré le mariage de Mathieu et Lucie il y a 7 ans. L'église était vide. On n'entendait que le cliquetis de la pluie et l'odeur de bois ancien des bancs. Le père Alexandre rangeait les livres liturgiques pour le dimanche, tournant lentement les pages de la Bible. En me voyant, il a souri, bien qu'une certaine inquiétude se lisait dans son regard.
Espérance, ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Il s'est passé quelque chose ? Je me suis assise sur le banc en face de lui. J'ai respiré profondément et je lui ai tout raconté. Depuis que Mathieu m'avait chassée de la maison, les dépenses que j'avais couvertes en silence, jusqu'au mouvement étrange sur le compte de Lucie. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai pas exprimé de rancœur. J'ai juste raconté les faits, détail par détail, comme si je rédigeais un rapport comptable. Le père Alexandre m'a écouté. Il a arrêté ses mains sur le livre et son regard est devenu plus grave. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit lentement : « Mathieu est venu me voir l'année dernière. Il m'a dit que vous vouliez contrôler leur mariage, que vous ne les laissiez pas vivre en paix. Mais je vois maintenant. La vérité était autre. » Il s'est levé, a ouvert un tiroir et en a sorti une liasse de papier avec des tampons bancaires. « Parfois, nous aidons à vérifier des documents pour des prêts, » a-t-il expliqué en me tendant l'un des documents. « Il y a 3 mois, quelqu'un t'a apporté une demande d'hypothèque sur votre maison, mais il y a eu des erreurs techniques dans les papiers, et elle a été rejetée. » J'ai pris la feuille et j'ai lu « Propriétaire, Mathieu Hernandez. » J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. La maison que Rémi et moi avions passé une demi-vie à payer était maintenant utilisée comme garantie sans que mon propre fils ne dise un mot. J'ai respiré profondément. J'ai contenu ma voix. « Père, j'ai besoin d'une copie de ce dossier. Non pas pour me venger, mais pour me protéger. » Il a hoché la tête. Il est allé jusqu'à la photocopieuse dans un coin de l'église et a reproduit tous les documents. Je les ai gardés soigneusement dans mon sac. Je l'ai remercié et je suis sortie. Il pleuvait toujours, mais je n'avais plus froid. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'une décision que je savais devoir prendre. En arrivant à ma chambre de location, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Mathieu et Lucie. Preuves. J'ai sauvegardé une par une les preuves. Photo du contrat de prêt falsifié, reçu de paiement que j'avais annulé. Copie du relevé de compte avec les virements faits au compte de Lucie. Chaque clic que je faisais me rendait plus forte, comme si je reconstruisais le mur qui aurait dû protéger ma dignité depuis longtemps. Ce soir-là, alors que je nettoyais le cadre photo de Rémi, le téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu de la banque. Le représentant a parlé d'un ton professionnel. « Madame Espérance, nous avons enregistré que Monsieur Mathieu Hernandez a appelé la semaine dernière pour s'enquérir du statut juridique de votre propriété. » J'ai serré le téléphone et j'ai répondu fermement. J'exige que toutes les démarches liées à cette maison soient bloquées de façon permanente, à moins qu'elles ne viennent directement de moi, l'unique propriétaire. La personne au bout du fil a confirmé et a promis de restreindre tout accès. J'ai raccroché avec un sentiment de soulagement mêlé d'une certaine douleur. Mathieu, mon fils, essayait de profiter de la maison même que je lui avais réservée. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au palais de justice local, où Marie, une vieille amie qui était maintenant secrétaire, était assise derrière un bureau rempli de papiers. Marie avait été mon élève en cours de comptabilité quand elle était jeune. Maintenant, une femme d'âge mûr, les cheveux relevés en un chignon impeccable, elle m'a souri en me voyant. « Madame Espérance, quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous ? » Sans détour, je suis allée droit au but. « Marie, j'ai besoin de savoir quelle est la procédure pour expulser un membre de la famille d'une propriété privée. » Son regard a été surpris une seconde, puis elle a soupiré comme si elle était déjà habituée à ce genre de cas. « Ce n'est pas la première fois que je vois une mère mise à la porte par son propre fils, » a-t-elle dit avec tristesse dans la voix. « Mais ça fait toujours aussi mal. » Elle m'a remis un paquet de documents et m'a expliqué pas à pas. Présenter la demande, joindre les preuves de propriété, attendre la décision du juge. J'ai écouté attentivement. J'ai tout noté et je lui ai remis la copie du titre de propriété ainsi que le faux contrat de prêt signé par Mathieu. « Je vais commencer par là, » ai-je dit. Marie a hoché la tête. Elle m'a pris la main doucement et a dit « Vous êtes très courageuse, Espérance. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Je lui ai souri
Je l'ai remercié et je suis sortie du bureau. Pour la première fois depuis de nombreux jours, je ne me sentais pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui reprenait enfin le contrôle de sa vie. Sur le chemin du retour, le téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal de Lucie, d'un ton cassant. « Maman, arrête de gâcher notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à vivre seule dans cette vieille chambre minable ?» Je l'ai écouté en entier, sans sourciller. J'ai appuyé sur « supprimer définitivement » et j'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé le portrait de Rémi, j'ai caressé son sourire avec mes doigts. « Tu aurais sûrement mal de voir comment ton fils a changé, » ai-je murmuré. « Mais je sais que si tu étais en vie, tu me dirais que je fais ce qu'il faut. Prendre soin de moi. » Le lundi matin, je me suis réveillée avant que le réveil ne sonne. La lumière de l'aube se faufilait par la fenêtre, éclairant les pots de cactus dans la cour. Leurs épines brillaient comme pour me rappeler qu'aujourd'hui, je devais être plus forte qu'hier. J'ai choisi une robe noire simple, la même que j'avais portée pour l'anniversaire de la mort de Rémi, et j'ai soigneusement mis tous les papiers dans mon sac. Copie du titre de propriété, relevé de compte et impression des virements mensuels. Chaque feuille était une preuve. Une partie de la vérité que j'avais ignorée pendant trop longtemps. Je me suis coiffée, j'ai pris une gorgée de café noir et je suis sortie de ma chambre de location en direction du service des affaires civiles du village de Saint-Félix. Le tribunal se trouvait au bout de la rue principale, dans un bâtiment bas aux murs blancs, déjà jaunis par le temps. J'ai poussé la porte et je suis entrée. L'air sentait le papier ancien et l'encre. Marcel, la secrétaire judiciaire, qui avait été mon élève lors d'un cours de comptabilité bénévole, était assise derrière le comptoir. En me voyant, elle s'est levée d'un bond, les yeux ouverts de surprise. « Madame Espérance, quel plaisir de vous voir. Vous venez pour une démarche ?» Je lui accueillis calmement. J'ai posé mon sac sur le comptoir et j'ai dit « Je viens de déposer une demande pour expulser une personne qui occupe illégalement ma propriété. » Marcel s'est assise et m'a écouté attentivement. J'ai parlé clairement, chaque mot comme si je lisais un rapport financier. La maison était de ma propriété exclusive. Rémi et moi l'avions payée à crédit pendant 25 ans. Mathieu et Lucie y vivaient sans payer de loyer. Nous n'avions jamais signé de bail. Pendant des années, j'ai tout couvert. L'hypothèque, l'assurance de la voiture, même les courses. Et ils n'ont pas contribué d'un centime. Au contraire, ils m'ont menacé et ont voulu me chasser. J'ai remis le dossier à Marcel. Relevé de compte. Capture d'écran des messages menaçants de Lucie et même le faux contrat de prêt que Mathieu avait tenté de présenter. Elle a examiné chaque feuille, hochant lentement la tête, puis m'a remis un formulaire. Remplissez ceci. Nous le traiterons que dans les 3 jours. Si nous ne recevons pas de réponse de leur part, l'ordonnance d'expulsion sera émise dans les 30 jours. J'ai rempli le formulaire avec soin, sans que ma main ne tremble, bien que mon cœur me fasse mal chaque fois que je pensais à Mathieu, ce fils qui avait autrefois été mon monde. En le remettant, Marcel m'a pris la main et a dit d'une voix grave « Vous êtes une femme très forte, Madame Espérance. Je vais suivre ce dossier de près. » Je l'ai remercié et je suis sortie du bureau, sentant que je m'étais débarrassée d'un poids, mais je savais que ce n'était que le début. Sur le chemin du retour, je suis passée par le poste de gendarmerie du village, un petit bâtiment avec quelques voitures de patrouille garées devant. J'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire accompagnée d'un enregistrement de Lucie criant et frappant à la porte de ma chambre de location en pleine nuit la semaine dernière. Sa voix sur l'enregistrement était acérée, pleine de fureur. « Tu crois qu'en partant, c'est fini ? Tu ne vas pas détruire notre vie comme ça !» J'ai également fourni des images de la caméra de sécurité montrant Lucie frappant la porte avec force. Un jeune gendarme a reçu le dossier, a regardé la vidéo et a hoché la tête. « Nous allons ouvrir un dossier immédiatement. Revenez dans 72 heures pour l'ordonnance officielle. » Je l'ai remercié et je suis sortie du poste, sentant que chacun de mes pas était plus ferme. Comme si je reprenais le contrôle de ma vie. Dans l'après-midi, j'ai appelé 3 sociétés de crédit du village où Mathieu et Lucie avaient utilisé mon adresse pour demander des prêts. À chaque appel, j'ai été claire. « Confirmez s'il vous plaît que Mathieu Hernandez et Lucie Chevalier
ne résident plus à cette adresse et qu'ils n'ont aucun droit sur cette propriété. J'ai laissé des copies des actes de propriété et du titre de propriété à chaque endroit. Dans le dernier bureau, un agent de crédit a froncé les sourcils et a dit d'un ton sec. Madame Lucie a affirmé que la maison faisait partie des biens matrimoniaux en cours de partage. Elle a même fourni les documents. J'ai répondu sans détour, en montrant une copie de l'acte de propriété. C'est un mensonge, voici la preuve. La maison est uniquement à mon nom. L'employé a vérifié les papiers et a hoché la tête, promettant de mettre à jour les informations. Je suis sortie de là, sentant que je m'étais débarrassée d'un autre lien invisible que Lucie et Mathieu m'avaient noué. Sur le chemin de ma chambre, je suis passée par la boulangerie du coin et j'ai acheté une part de fougasse chaude. La propriétaire, qui me connaissait depuis que j'enseignais la comptabilité, m'a souri. « Madame L'Espérance, on vous voit plus forte ces derniers temps. Il s'est passé quelque chose de bien ?» J'ai souri et j'ai répondu « J'apprends à vivre. Pour moi, c'est tout. » En arrivant à ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour que la lumière du crépuscule entre et baigne la photo de Rémi sur la table. J'ai nettoyé le cadre, je l'ai placé avec soin et j'ai pris mon carnet pour noter. Déposer, demande d'expulsion. Demander ordonnance, restrictive. Confirmer avec société de crédit. Chaque ligne était un pas de plus, une brique qui reconstruisait ma dignité. Je ne me sentais plus comme une mère trahie par son fils, mais comme une femme qui se bat pour protéger ce qui lui appartient. Les rumeurs ont commencé à se propager comme un petit feu caché parmi des branches sèches, depuis le marché animé, où les chuchotements se mêlaient aux cris des vendeurs, jusqu'à la silencieuse église de Saint-Michel, et même à l'école primaire où Lucie travaillait à mi-temps. On disait que je perdais la tête, que j'avais quitté la maison par jalousie envers ma belle-fille enceinte, que j'avais rejeté mon petit enfant avant même sa naissance. Chaque rumeur était comme une petite piqûre de poignard, pas assez profonde pour me tuer, mais suffisante pour me faire mal à l'âme. J'ai tout de suite su que c'était Lucie qui était derrière ces histoires. Elle avait toujours été douée pour utiliser les mots afin de peindre un tableau déformé, me faisant passer pour la méchante aux yeux de tout le village. Un matin, alors que j'arrosais mes pottes de cactus dans la cour de la pension, mon téléphone a sonné. C'était Madame Hélène, mon amie du club de lecture de la bibliothèque du village, et sa voix semblait inquiète. « Espérance, tu es au courant ? Lucie raconte partout que tu n'as plus toute ta tête, que tu es partie parce que tu ne supportes pas qu'elle soit enceinte. » J'ai serré l'arrosoir avec force, essayant de garder mon calme. « Merci de me le dire, Hélène, je m'en occuperai. » J'ai raccroché sans discuter, sans me justifier au téléphone. Je savais que si je voulais rétablir la vérité, je devais agir, et pas seulement parler. J'ai commencé par prendre rendez-vous avec le père Alexandre. Il m'a reçu à l'église avec son sourire aimable habituel, mais cette fois avec un regard plus attentif. Je lui ai remis une copie de mes documents médicaux où le médecin confirmait que j'étais parfaitement lucide, ainsi qu'un rapport de la banque sur certaines dépenses inhabituelles. « Père, je ne veux pas me battre contre des rumeurs, mais j'ai besoin que vous connaissiez la vérité, » lui ai-je dit. Il a hoché la tête et a posé une main sur mon épaule. « Espérance, je parlerai à quiconque me posera la question. Vous n'avez pas à affronter cela seul. » Je l'ai remercié, sentant qu'au moins j'avais quelqu'un de mon côté. Ensuite, je suis allée à l'école primaire Sainte-Michel, où enseignait Lucie. Le directeur, M. Ramirez, était un homme strict mais juste, qui m'avait vu plusieurs fois aux réunions de parents quand Mathieu était petit. Je me suis assise en face de lui dans son petit bureau et je lui ai montré des copies du relevé bancaire, de l'ordonnance restrictive temporaire et un enregistrement audio où l'on entendait Lucie crier devant ma chambre. « Regardez ceci, s'il vous plaît », ai-je dit d'une voix sereine. Lucie n'est pas la personne que vous croyez. Elle s'est servie de moi et maintenant, elle répand des mensonges à mon sujet. Monsieur Ramirez a examiné les papiers, en fronçant les sourcils. « Je vais examiner cela attentivement, Madame L'Espérance. Si ce que vous dites est vrai, nous ne pouvons pas garder une enseignante comme elle.
J'ai hoché la tête et je suis sortie du bureau, me sentant comme si j'avais enfin desserré un nœud qui m'oppressait. Ensuite, je me suis réunie avec 3 voisines de longue date, dont Madame Consuelo, qui avait reçu de ma part des cadeaux de Nouvel An pendant plus de 15 ans. Nous nous sommes assises dans la cour de sa maison, à l'ombre généreuse d'un manguier. Je ne me suis pas étendue en explication, j'ai juste dit « Si vous voulez connaître la vérité, je suis prête à la raconter. Sinon, je ne forcerai personne à me croire. » Je leur ai montré des copies des relevés de compte où il était prouvé que je continuais de payer l'hypothèque et l'assurance de Mathieu et Lucie chaque mois. Madame Consuelo m'a pris la main, les yeux embués de larmes. « Espérance, nous ne savions pas tout ce que tu traversais. Lucie a dit que tu étais partie par égoïsme, mais maintenant je comprends. » Les autres ont hoché la tête et j'ai su que, une par une, la vérité commençait à circuler. Tout a commencé à s'accélérer plus vite que prévu. Un après-midi, alors que j'achetais mes médicaments pour la tension à la pharmacie, la jeune employée m'a envoyé un message privé. « Madame Espérance, hier Lucie est venue acheter des vitamines et elle a crié sur la vendeuse juste parce qu'on ne lui a pas fait de réduction. Tout le monde commence à voir qui elle est vraiment. » J'ai doré, je l'ai remerciée, et intérieurement, j'avais su que Lucie était en train de creuser sa propre tombe. Sur le réseau social du village, une publication anonyme est apparue, racontant que Lucie avait emprunté de l'argent à des collègues de l'école et ne l'avait jamais remboursé. Je ne sais pas qui l'a publiée, mais elle s'est répandue rapidement, accompagnée de commentaires de connaissances et d'inconnus qui, peu à peu, peignaient le vrai portrait de ma belle-fille. Je n'ai pas jeté d'huile sur le feu. J'ai juste observé en silence, sachant que la vérité trouve toujours son chemin. 3 jours plus tard, M. Ramirez m'a rappelé. J'étais assise dans un café au bout de la rue, écoutant sa voix au téléphone. « Timpani ?» Après avoir examiné les documents que vous nous avez fournis, nous avons décidé de suspendre temporairement Lucie pendant que nous enquêtons. Une enseignante qui profite de la réputation d'une personne âgée et diffuse de fausses rumeurs était quelque chose d'inacceptable. J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir, et j'ai répondu « Merci de faire ce qui est juste, monsieur le directeur. » J'ai raccroché, j'ai pris une gorgée de café, sentant que je venais de gagner une bataille sans avoir besoin d'élever la voix. Alors que j'étais encore assise là, monsieur Jean est passé à côté de ma table. C'était un homme âgé qui avait été mon élève en cours de comptabilité quand il était jeune. Il s'est arrêté, m'a salué de la tête. « Vous êtes toujours aussi direct qu'avant, Espérance. C'est admirable. » J'ai souri sans rien dire, mais ces mots ont été comme une brise fraîche qui a dissipé le peu de fatigue qui me restait dans le cœur. Ce matin-là, le ciel de Saint-Félix était dégagé, mais la fraîcheur automnale m'a fait frissonner en sortant de la pension. J'ai mis un pull fin et j'ai serré fort le dossier contenant les copies des documents sur Lucie et Mathieu. J'ai marché jusqu'à la gendarmerie du village où Antoine, le meilleur ami de Rémi du temps où ils travaillaient ensemble à la scierie, était maintenant le chef. Le bâtiment était caché derrière des eucalyptus, avec un vieux portail en fer et plusieurs voitures de patrouille garées en désordre dans la cour. Quand je suis entrée, Antoine sortait de la salle d'interrogatoire. Sa veste était un peu froissée, mais son regard était toujours aussi perçant. En me voyant, il a souri. « Espérance. Ça fait un bail. Entre dans mon bureau. Tout va bien ?» Je l'ai suivi dans une petite pièce avec une légère odeur de vieux café. J'ai posé le dossier sur le bureau, j'ai sorti les copies des documents, en particulier le relevé de compte bancaire avec le virement mensuel de 211 € au nom de Lucie. « Antoine, je crois que quelque chose ne va pas, » ai-je dit d'une voix sereine mais ferme. « J'ai besoin que tu m'aides à éclaircir ça pour me protéger. » Il a hoché la tête, a ajusté ses lunettes et a allumé l'ordinateur, tapant rapidement. Après quelques minutes, il m'a regardé et sa voix a baissé d'un ton. « Espérance, je ne sais pas si tu es prête, mais tu dois savoir que Lucie fait l'objet d'une enquête sous couverture. » Je me suis redressée en silence, attendant qu'il continue.
Antoine a tourné l'écran vers moi et a montré une liste de transactions. « Elle est liée à des paris illégaux à Marseille », a-t-il dit. Un compte secondaire au nom de LC, l'alias que Lucie utilise sur la plateforme de paris, présente des mouvements suspects. L'argent provient de ta carte de crédit depuis l'année dernière, par montant de 150 à 400 € à la fois. J'ai senti mon sang se glacer. Ces chiffres, cet argent que j'avais payé avec tant de confiance, avait servi à alimenter l'addiction au jeu de Lucie. Antoine m'a également montré une liste de contacts d'une société de recouvrement. Au moins 2 créanciers sous de faux noms avaient appelé à mon adresse, et la police soupçonne Lucie d'avoir utilisé mon domicile pour demander des prêts express et éviter d'être localisée. J'ai respiré profondément, essayant de ne pas laisser ma voix se briser. « Et Mathieu, il est impliqué ?» Antoine a secoué la tête, avec un regard qui laissait transparaître une certaine pitié. « Il semble faible, influençable. Mais Lucie, elle a tout planifié, elle a caché beaucoup de choses. » Ouéo, ces doses ont été comme une gifle, non pas contre moi, mais contre toutes ces années où j'avais aveuglément voulu croire que mon fils avait simplement été entraîné malgré lui. Je l'ai remercié et je lui ai demandé de me donner des copies des transactions et des informations sur les créanciers. Il m'a remis une liasse de papier et m'a prévenu. « Fais attention à toi, Espérance. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Sur le chemin du retour, je suis passée par une imprimerie près du marché. J'ai imprimé toutes les preuves dans un dossier épais et j'ai soigneusement étiqueté la couverture. Lucie Chevalier. Responsabilité civile et pénale. Chaque feuille était un morceau de la vérité. Des paris aux presses rapides à mon nom. Je ne faisais pas ça par rage, mais parce que j'avais besoin d'une barrière pour me protéger de ce que Lucie pourrait faire ensuite. En arrivant dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser le soleil de l'après-midi entrer et baigner le cadre photo de Rémi sur la table. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit une ligne. Parfois, la famille est un piège et l'amour ne vaut que lorsqu'il a des limites. Je n'ai pas écrit plus. J'ai posé le stylo et je suis restée à regarder les plants de figuier de Barbarie dans la cour. Leurs épines brillaient à la lumière, comme pour me rappeler que la force naît parfois de savoir dire « stop ». Ce soir-là, j'ai reçu un message de Marie, la secrétaire du tribunal. « Madame Espérance, la demande d'expulsion a été acceptée. Ils ont 10 jours pour répondre. S'ils ne le font pas, l'ordonnance sera émise. » J'ai répondu brièvement. « Merci. » J'ai posé le téléphone et j'ai préparé un dîner simple. Du riz blanc, des lentilles cuites et un peu de la dorade qui me restait de la veille. L'odeur de la nourriture a rempli la petite chambre. En dînant seule sous une lumière tamisée, j'ai ressenti pour la première fois en des semaines un calme étrange dans ma poitrine. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que je la transformais en force. Les rumeurs sur Lucie se sont répandues comme une traînée de poudre, du brouhaha du marché au coin du quartier. Les gens ont commencé à murmurer qu'elle faisait l'objet d'une enquête. Un matin, alors que j'achetais une part de tropézienne à la boutique près de ma pension, la propriétaire m'a chuchoté. « Espérance, vous savez ?» L'école primaire a renvoyé Lucie pour manquements à l'éthique et abus de confiance. J'ai hoché la tête, sans surprise, mais avec une pointe de soulagement dans le cœur. L'école où Lucie avait construit sa façade d'enseignante exemplaire lui avait maintenant tourné le dos. Le même jour, une connaissance du cadastre m'a appelé. « Madame Espérance, Mathieu a aussi été renvoyé de l'atelier, » a-t-il dit d'un ton affligé. Les créanciers sont venus jusqu'ici. Ils ont fait un scandale. La gendarmerie et le tribunal agissent pour saisir la maison à cause du prêt que Lucie a contracté sous un faux nom. Je suis restée silencieuse au téléphone, écoutant. Je ne ressentais plus de rage, seulement un vide difficile à expliquer. Cette maison que Rémi et moi avions payée avec tant d'efforts était maintenant entraînée dans le désastre causé par mon fils et ma belle-fille. Ce matin-là, la lumière du soleil se faufilait doucement entre les fleurs violettes du bougainvillier de la cour, illuminant le coin où poussaient des cactus épineux. J'arrosais les plantes. L'eau tombait en gouttes régulières de l'arrosoir. C'est alors que j'ai entendu des pas traînants s'approcher du portail. En levant les yeux, j'ai vu Mathieu, debout,
le visage dévasté, les yeux gonflés et rouges, comme s'il avait pleuré toute la nuit. Il portait un t-shirt usé aux épaules, les mains dans les poches, et il n'y avait plus aucune trace du fils qui s'était un jour agenouillé à mes pieds pour me remercier d'être entré à l'université. J'ai posé l'arrosoir. Je me suis redressée, mais je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai attendu, observant en silence. Mathieu s'est raclé la gorge. Sa voix tremblait. « Maman, Lucie, elle est bien enceinte. Le médecin l'a confirmé. On n'a plus rien. S'il te plaît, aide-nous. » Une dernière fois. Je l'ai regardé dans les yeux, cherchant une once de sincérité, mais je n'ai vu que du désespoir. Ma voix était sereine, mais ferme. « Tu as un justificatif, Mathieu ?» Il a hésité. Il a fouillé dans la poche de sa chemise et en a sorti une feuille froissée qu'il m'a tendue à 2 mains. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai immédiatement remarqué que c'était une simple impression, sans tampon officiel ni signature médicale. Je la lui ai rendue et j'ai dit « C'est un faux, n'est-ce pas ?» Mathieu a baissé la tête, remuant à peine les lèvres. « Non, maman. Lucie a dit que le docteur l'avait examiné. Elle... » Je l'ai interrompu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la clinique Saint-Raphaël qui figurait sur le papier. Je vais appeler pour confirmer. J'ai mis le haut-parleur pour que Mathieu puisse entendre. Une voix féminine a répondu. « Clinique Saint-Raphaël, bonjour. »« Bonjour. Je suis Espérance. Je voudrais confirmer si Lucie Chevalier a un dossier de grossesse chez vous. J'ai un document avec le nom de votre clinique, mais sans tampon officiel. » La voix a répondu clairement. « Permettez-moi de vérifier. »« Lucie Chevalier, c'est bien ça ?»« Non, madame. Nous n'avons aucun dossier de grossesse à ce nom. Elle est seulement venue il y a quelques mois pour me renseigner sur des médicaments pour réguler ses hormones. Mais elle n'est pas revenue. » Mathieu est resté figé, le visage blême. Il a murmuré « Alors, tout ce temps, elle m'a menti. » J'ai hoché la tête sans la moindre émotion dans la voix. Lucie a fait semblant d'être enceinte pour te retenir, pour que tu te sentes coupable, faible et que tu obéisses. Maintenant, tu dois décider, Mathieu. Ou tu restes dans l'ombre de Lucie, ou tu te relèves et tu recommences. Il a baissé la tête, serrant fort le papier froissé, puis il l'a relevé, les yeux pleins de larmes. « Maman, je me suis trompée. Je ne savais pas que tout était comme ça. » Je l'ai regardé, le cœur serré, mais je n'ai pas laissé l'émotion me dominer. « Oui, tu t'es trompé. Tu vas corriger ça, Mathieu, mais tu dois le faire toi-même. Personne d'autre ne le fera pour toi. » Il a hésité et a demandé dans un murmure. « Si je m'excuse, tu me pardonneras ?» J'ai répondu lentement, chaque mot marqué dans l'air. « Je te pardonne, mais je n'oublierai pas. » Mathieu a hoché la tête sans rien dire de plus. Il a tourné les talons et est sorti par le portail. Sa silhouette voûtée disparaissant en bas de la pente. J'ai repris l'arrosoir et j'ai continué à m'occuper des plantes, mais à l'intérieur, j'ai ressenti un peu de soulagement, comme si je m'étais débarrassée d'un poids. Quelques jours plus tard, alors que je nettoyais ma chambre, un jeune gendarme a frappé à la porte. Il portait un uniforme, une enveloppe en papier craft à la main et a parlé avec courtoisie. « Madame Espérance ? Je viens de la gendarmerie du village. J'apporte une convocation pour que vous comparaissiez comme témoin. Pouvons-nous parler un moment ?» J'ai hoché la tête. Je l'ai invité à entrer en lui montrant une chaise en bois. « Asseyez-vous, je vous en prie. De quoi s'agit-il » Il a posé l'enveloppe sur la table et en a sorti une feuille. « Lucie Chevalier a été arrêtée ce matin en urgence. Nous avons des preuves de plusieurs délits, falsification de documents médicaux, fraude financière avec usurpation d'identité, utilisation abusive d'une adresse de résidence pour solliciter des prêts et troubles à l'ordre public dans cette pension. » J'ai hoché la tête sans surprise, mais j'ai quand même demandé « Et quelles sont les preuves concrètes, monsieur l'agent ?» L'agent a sorti une clé USB, l'a connectée à mon ordinateur portable et a lancé une vidéo de la caméra de sécurité de la pension. Lucie était dehors, frappant la porte avec force, criant « Ouvrez la porte, Madame Espérance ! Vous croyez qu'en partant tout est fini ? Vous ne pouvez pas détruire nos vies comme ça !»
Il a arrêté la vidéo et m'a regardé. De plus, nous avons des relevés bancaires, un faux contrat de prêt et une déclaration de la Société financière de Marseille. Elle a utilisé votre adresse pour obtenir un prêt urgent. Plus de 3 000 € au total. Souhaitez-vous engager des poursuites au civil ? J'ai secoué la tête, la voix calme. Non, que la loi fasse ce qu'elle a à faire. Je veux juste qu'elle disparaisse de ma vie, le plus loin possible. Il a noté mes paroles, puis il s'est levé. Très bien, nous aurons besoin que vous vous présentiez comme témoin au procès la semaine prochaine. Voici la convocation. Gardez-la bien. J'ai reçu l'enveloppe et je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Quand il est parti, j'ai ouvert la fenêtre, laissant la brise de l'après-midi entrer, apportant avec elle le doux parfum des bougainvilliers. Je me suis assise à la table, j'ai nettoyé le cadre photo de Rémi et j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit « Lucie arrêtée. Témoin de la semaine prochaine. Fin d'un chapitre. » Je n'ai pas écrit plus, juste assez pour me rappeler que j'étais sur la bonne voie. J'ai préparé un dîner simple. L'odeur de la nourriture a rempli la petite chambre et je me suis assise pour manger sous la lumière tamisée, avec un sentiment de paix qui devenait de plus en plus clair. Je n'étais plus la mère trahie par son fils, ni la femme que les autres piétinaient. J'étais Espérance, une femme qui renaissait peu à peu de ses blessures, les plus profondes pour vivre sa propre vie. Le dimanche matin, je me suis réveillée avec les premiers rayons de l'aube. La lumière dorée se faufilait par les fentes de la fenêtre, illuminant les cactus du jardin. J'ai choisi une robe bleue simple, celle que Rémi disait qui me rajeunissait. Je me suis coiffée avec soin et je suis sortie de ma chambre. L'église de Saint-Michel était à quelques rues. J'ai marché lentement, profitant de la fraîcheur matinale. Ce jour-là, l'église était plus pleine que d'habitude. Les bancs en bois étaient entièrement occupés, le murmure des gens se mêlant au doux parfum de l'encens de l'autel. J'ai choisi la 3e rangée, près de l'allée, où la lumière du vitrail formait des éclats sur le sol en pierre. Le père Alexandre venait de terminer son sermon sur le pardon. Sa voix chaleureuse résonnait dans le temple, puis il a regardé autour de lui et a demandé « Quelqu'un veut-il partager quelque chose avec la communauté ?» L'église est restée silencieuse. On n'entendait que le bourdonnement constant du ventilateur de plafond. Soudain, j'ai entendu un craquement de bois derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Mathieu se lever. Il portait une chemise blanche un peu froissée. Ses épaules minces tremblaient légèrement, mais son regard n'esquivait plus le mien comme la dernière fois que nous nous étions vus devant la pension. Il est monté à l'autel à pas lents, comme s'il devait rassembler tout son courage pour affronter le public. L'église est devenue complètement silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers lui. J'ai serré les mains, mon cœur battait la chamade, sans savoir ce qu'il allait faire. Mathieu s'est arrêté devant le micro, il s'est éclairci la gorge. Sa voix était tremblante mais claire. Mon nom est Mathieu Hernandez. Je suis le fils de Madame Espérance, que j'ai chassé de sa propre maison. Des murmures se sont fait entendre dans les rangs, mais le prêtre a levé la main pour demander le silence. Mathieu a respiré profondément. Son regard a balayé l'assemblée jusqu'à se poser sur moi. Il a continué, la voix toujours tremblante mais de plus en plus ferme. Je me suis trompée. Ma femme Lucie et moi avons profité de ma mère pendant de nombreuses années. Nous avons dépensé son argent. Nous avons vécu dans la maison qu'elle et mon père ont payée toute leur vie. Mais nous ne l'avons jamais appréciée. Je l'ai forcée à partir. Je l'ai laissée seule dans une pension et j'ai permis que ma femme l'accuse faussement de démence, d'être égoïste parce qu'elle ne voulait pas nous aider. Il s'est arrêté, a baissé la tête et a serré les poings comme pour contenir ses émotions. Je me suis redressée sans ciller, le cœur battant fort, mais sans verser une larme. Mathieu a levé les yeux, m'a regardé directement et, la voix brisée, a dit « Maman, je suis désolée. Non seulement pour ce que j'ai fait, mais pour ma lâcheté. Je sais que tu as payé l'hypothèque de la maison, l'assurance de la voiture, les factures de supermarché. Toutes pour nous, mais je ne t'ai jamais remercié. J'ai permis que Lucie me manipule, qu'elle fasse de moi quelqu'un d'incapable de te défendre. Je suis ici aujourd'hui, devant tout le monde, pour dire que je me suis trompée et que je le regrette. » Il a fait une pause, les yeux rougis, mais sans détourner le regard de moi.
Certaines personnes dans l'église ont commencé à murmurer, mais cela m'était égal. Madame Consuelo, assise à côté de moi, m'a pris la main, l'a serrée doucement et a hoché la tête comme pour dire « Tu mérites d'entendre ça ». J'ai à peine souri, non pas parce que les paroles de Mathieu m'avaient émue, mais parce que j'ai réalisé que j'avais déjà surmonté la douleur. Ces excuses n'effaçaient pas les blessures, mais c'était comme un point final qui fermait un chapitre plein de souffrance dans mon cœur. Le père Alexandre s'est approché, a posé la main sur l'épaule de Mathieu et lui a dit à voix basse « Merci pour ton courage, Mathieu. Continue de te corriger par des actes. » Mathieu a hoché la tête. Il est descendu de l'autel, mais ne s'est pas approché de moi. Il est retourné à sa place, la tête baissée, comme s'il n'avait pas encore le courage d'affronter sa mère. Je ne l'ai pas blâmé. J'avais seulement senti une paix silencieuse s'infiltrer en moi, comme si la confiance était revenue, non pas en Mathieu, mais en moi-même, en la force que j'avais construite dans les jours les plus difficiles. À la fin de la messe, je suis restée sur le parvis, attendant que Madame Consuelo parle au prêtre. Quelques personnes que je connaissais se sont approchées, me disant des mots brefs mais sincères. « Espérance, vous êtes très forte. Nous avons toujours cru en vous. » J'ai remercié sans en dire beaucoup, mais chacune de ces phrases était comme une brique avec laquelle je reconstruisais mon estime de soi piétinée. Quand la foule a commencé à se disperser, j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Laura, la représentante de l'organisation, les Sœurs du Nouveau Chemin, en groupe de soutien pour les mères célibataires en processus de réinsertion sociale. Nous avions convenu de nous voir cet après-midi-là dans son bureau en périphérie du village. Dans l'après-midi, je suis arrivée au petit bureau de l'organisation. Une petite maison peinte en jaune avec des pots de bougainvilliers rouges dans le jardin. Laura m'a accueillie avec un sourire chaleureux et m'a invitée à m'asseoir à une simple table en bois. J'ai posé mon porte-documents sur la table et j'ai sorti les papiers de propriété de la maison, la même que Rémi et moi avions payée à crédit pendant 25 ans. Je veux donner cette maison à votre organisation, ai-je dit d'une voix sereine, mais ferme. Elle est maintenant vide. Je veux qu'elle devienne un refuge pour 3 familles, en particulier des mères célibataires qui ont besoin d'un foyer. Laura a examiné les documents, avec une expression de surprise sur son visage. « Madame Espérance, c'est un cadeau immense, êtes-vous sûre ?» J'ai hoché la tête en la regardant dans les yeux. Une femme qui me considérait comme son ennemie a vécu dans cette maison. Je crois qu'elle doit maintenant appartenir à ceux qui apprécient ce que signifie avoir un foyer. Laura m'a pris la main, la voix émue. « Nous l'appellerons la Maison de l'Espérance, en l'honneur de votre générosité. » J'ai souri en signant l'acte de donation, sentant que je lâchais enfin le dernier poids que je portais. La maison n'était plus un souvenir douloureux, mais un nouveau départ pour d'autres personnes. Quelques jours plus tard, je suis passée devant la vieille maison. Les murs étaient fraîchement peints d'un blanc qui brillait sous le soleil. De la cour, on entendait des rires d'enfants qui jouaient, mêlés à la voix de leur mère, les appelant pour manger. Sur la porte, une petite pancarte en bois portait l'inscription « Maison de l'Espérance, où la Renaissance commence par la gratitude ». Je suis restée là un moment, regardant la grille en fer qui grinçait à chaque fois que je l'ouvrais, regardant l'olivier qui était toujours vert et touffu dans la cour. Je n'ai ressenti ni tristesse, ni regret, seulement une sensation de soulagement, comme si j'avais confié cette maison aux bonnes personnes pour le bon usage. Quelques mois après l'incident, j'ai choisi de vivre dans une petite maison au pied de la montagne, près du lac de Sainte-Croix. La maison avait à peine de la place pour un lit, une table en bois et une petite cuisine, mais pour moi, elle était plus accueillante que n'importe quel autre endroit où j'avais été. Chaque matin, je me levais tôt, je préparais une tasse de café noir et j'ouvrais la porte pour regarder le lac d'un bleu pâle. Les hirondelles descendaient boire de l'eau, laissant de petits cercles à la surface. Personne ne me dérangeait, il n'y avait ni cri ni message d'exigence. Seulement le doux bruit du vent et l'odeur de terre humide du petit jardin que j'entretenais dehors. J'ai planté des dahlias rouges, des bougainvilliers violets qui donnaient de l'ombre et quelques buissons de lavande parfumés. Chaque fois que je coupais une branche de lavande, je l'approchais de mon nez.
Je respirais profondément et je sentais comme si quelque chose en moi se purifiait. Sur le balcon, j'ai accroché un cadre avec la photo de Rémi. Son sourire aimable était toujours le même, comme s'il me regardait en approuvant la nouvelle vie que j'avais choisie. Je lui parlais souvent sans prononcer de mots, juste des pensées éparses en arrosant les plantes ou en nettoyant le cadre. « Tu vois, je vais bien maintenant, » pensais-je, et une douce paix m'envahissait. Un samedi matin, alors que je taillais quelques branches de bougainvillier, le téléphone a vibré. Un message de Mathieu est apparu à l'écran. « Maman, je suis une thérapie. Je sais que je ne peux encore rien compenser, mais pourrions-nous prendre un café ?» Je suis restée à regarder le message un bon moment, le doigt sur l'écran, sans se répondre immédiatement. Je n'ai ressenti ni colère ni émotion, juste quelque chose d'étrange, comme si Mathieu était déjà un inconnu. Plus l'enfant qui me prenait la main pour demander une part de fougasse. Finalement, j'ai écrit une réponse courte. Lundi matin, café d'Irma à 8h. Le lundi, je suis arrivée tôt. J'ai choisi la table près de la fenêtre au café d'Irma. L'odeur de café fraîchement torréfié et de viennoiserie chaude flottait dans l'air, me rappelant les jours où Mathieu et moi venions ici quand il était petit, quand il me racontait qu'il voulait être ingénieur. J'ai commandé une tasse de café noir et j'ai attendu en regardant la rue qui commençait à s'animer. À 8h précises, Mathieu a poussé la porte et est entré. Il portait une chemise bleu clair, les cheveux bien coiffés, et son regard n'avait plus la fatigue de la dernière fois que je l'avais vu devant la pension. Il ne m'a pas serré dans ses bras, il n'a pas pleuré. Il a juste hoché la tête et s'est assis en face de moi. « Maman, je commande un café noir ?» a-t-il demandé d'une voix tranquille. « Oui, comme toujours, et un pain au chocolat aussi ?» ai-je répondu avec un léger sourire. Il a commandé et nous sommes restés là, à boire notre café et à manger, comme deux vieilles connaissances qui se retrouvent après de nombreuses années. Personne n'a mentionné le passé, ni Lucie, ni la maison, ni ces mots qui avaient fait mal. J'ai regardé Mathieu et je l'ai vu plus mince, mais son regard n'avait plus le désespoir d'avant. Il m'a raconté quelques petites choses sur sa thérapie, sur sa recherche d'un nouveau travail dans un autre garage. Je l'ai écouté. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas creuser, je ne voulais pas rouvrir des blessures qui n'étaient même pas encore cicatrisées. Quand le serveur a apporté l'addition, j'allais payer, mais Mathieu m'a devancé et a sorti l'argent. « Laisse-moi, maman, ça fait longtemps que je ne t'ai rien offert. » J'ai hoché la tête, je l'ai laissé payer. Quand il s'est levé, je lui ai dit doucement « Le café, c'est bien, Mathieu, mais la confiance, ça doit infuser avec le temps, comme le thé. On ne peut pas la presser. » Il m'a regardé. Il a hoché la tête lentement, avec une pointe de regret dans le regard. « Je sais, j'ai maman. Je vais essayer. » Mathieu est parti, marchant dans une rue baignée par le soleil du matin. Je suis restée assise. J'ai pris la dernière gorgée de café et j'ai regardé vers le lac de Sainte-Croix qui brillait au loin. Une mouette a traversé le ciel, les ailes étendues, libres et en paix. J'ai murmuré pour moi-même, j'ai parcouru tout le chemin, du sacrifice à la trahison, puis la rupture et enfin la tranquillité. Je n'ai pas besoin que Mathieu me dédommage, ni d'excuses. Je n'ai besoin que de moi-même et de cette vie où je suis espérance, pas la mère trahie, ni la femme piétinée. En arrivant à ma petite maison, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne. La famille n'est pas un lieu pour sacrifier sa dignité. C'est un lieu construit sur la gratitude. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste ce qu'il fallait pour clore mon histoire. Je suis sortie dans le jardin, j'ai arrosé quelques buissons de lavande, j'ai coupé une branche et je l'ai approchée de mon nez pour inspirer profondément. L'arôme doux s'est répandu et j'ai souri, sentant que mon âme avait vraiment renaît. Je ne vis plus dans le passé. Je ne suis plus liée à la douleur. Je vis pour le présent, pour le petit jardin, pour la tasse de café de chaque matin. Et pour moi. Je suis Espérance.
Et s'il y a quelque chose que je veux partager avec vous, qui avait accompagné mon chemin jusqu'à ce moment, c'est ceci. La famille n'est pas un lieu pour sacrifier sa dignité, mais un espace qui se construit avec gratitude et respect mutuel. J'ai tout donné pour mon fils et ma belle-fille. Mais cet aveuglement m'a fait me perdre, être trahi et expulsé de la maison que j'avais construite de toute ma vie. À travers la douleur, j'ai appris à poser des limites, à me protéger et à vivre pour moi-même, jusqu'à trouver la paix et la renaissance en mon fort intérieur. De tout mon cœur, je prie Dieu de vous accorder la clarté suffisante pour que vous puissiez définir la personne que vous désirez être, tout comme il me l'a accordé. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur certains faits réels. Les noms et les lieux ont été changés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre maison? Je suis vraiment curieuse. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de vous taire pour maintenir la paix? Ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux savoir ce que vous en pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse toujours. Et je crois fermement que le courage nous mène à des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je vous laisse 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je vous assure qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté jusqu'ici.